Bonjour, je m'appelle Ludovic Baumgartner, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. On regarde tout de suite le programme de manière à ne pas perdre de temps. C'est parti. Pour démarrer, nous allons travailler sur la confiance et l'état d'esprit et l'impact que ça peut avoir sur la culture et donc par définition sur le management et la manière d'obtenir des résultats. Ensuite, je confierai la parole à Elodie qui nous parlera de la manière dont on s'adapte très rapidement à un nouvel environnement. On reverra ensuite l'ensemble des 4 postures, encore une fois, la partie expertise, management, leadership et la partie politique. La partie politique, c'est là où je passerai la main à Mathias, qui nous parlera de la Power Map. Comment est-ce qu'on explore son environnement et comment est-ce qu'on en fait un allié. Et dans ce webinaire, nous avons 2 invités exceptionnels. Nous avons tout d'abord Elodie, Elodie qui est directrice générale de transformation. Elodie nous parlera de la manière dont elle entre en matière lorsqu'elle prend une nouvelle mission dans une nouvelle structure. Et notre deuxième invité, Mathias, nous parlera de la Power Map, nous parlera de la manière dont, dans cette dimension politique, dite stratégie humaine, comment est-ce que je vais façonner mon environnement pour pouvoir faire progresser mes projets. Maintenant, la question, en fait, c'est la suivante. On a parlé de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quelque chose qui, en entreprise, lorsqu'on a un sujet, une difficulté, il y a des personnes, ce sont toujours les mêmes. On va les voir, on leur pose une question et quelle que soit la difficulté du sujet, ce sont des personnes qui vont toujours être capables de nous apporter une solution. Et puis, vous avez d'autres personnes. Ces personnes, lorsque vous allez les voir, quel que soit le sujet, vont toujours vous répondre de la même manière, vont vous expliquer pourquoi ça n'est pas possible. Et vous voyez cette posture que les gens vont avoir à vous dire non, je ne peux pas, non, ça n'est pas possible. Ça, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit n'est pas une question en fait de, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de culture générale, c'est pas une question de niveau hiérarchique, c'est une question de décision. Est-ce que je décide d'avoir un mindset qui est en évolution, en participation, en collectif, ou est-ce que j'ai un mindset qui est fermé? L'état d'esprit, on pourrait aussi le voir en fait comme une information qu'on se met dans le cerveau. Il y a une expérience qui a été réalisée par les scientifiques, ce qu'on appelait la Hope Experiment. Le cerveau fonctionne par association et lorsqu'on lui ajoute une nouvelle donnée, le cerveau prend de nouvelles décisions puisqu'il a de nouvelles données qui ont été installées. L'expérience en fait qui a été réalisée est intéressante parce que ils ont mis des rats pour voir combien de temps est-ce que les rats mettaient avant de se noyer lorsqu'ils sont plongés dans l'eau. En moyenne, les rats mettent 15 minutes avant de se noyer. Juste avant la noyade, ils ont retiré 2 rats. En fait, ils les ont sauvés. Et puis, ils ont remis un nouveau batch, de nouveaux rats, pour voir combien de temps ils allaient rester, à nouveau 15 minutes, mais ils ont réintroduit les 2 qui avaient été sauvés. Et là, ce qui a été observé, c'est que, en moyenne, toujours, les rats qui sont sur la première fois se noient au bout de 15 minutes. En revanche, les 2 rats qui avaient été sauvés à la 15e minute, cette fois-ci, sont capables de résister 24 heures avant de se noyer. L'état d'esprit dans lequel ces 2 rats survivants se sont mis, c'est que l'espoir a été créé. En fait, une nouvelle donnée a été installée dans le cerveau. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le principe de culture et de management. Lorsque la culture dans une entreprise est une culture brutale, d'évolution, de croissance, de reconnaissance, de punition, en fait, la culture que le management va incarner, ça devient cette information. Et quelle que soit la personnalité en fait des personnes qui rentrent dans l'entreprise, eh bien, ces données qui sont installées par le management vont modifier, non pas la personnalité des gens, mais leur identité, la manière dont les gens vont se comporter. Vous avez des personnes qui rentrent dans une entreprise, qui vont être complètement transformées, qui au fur et à mesure vont se révéler, et d'autres qui vont s'enfermer et qui vont, à un moment, avoir une forme de relation toxique. Il y a 2 ans, j'ai réalisé une vidéo qui a généré 3 millions de vues et j'ai reçu vraiment des centaines de messages sur LinkedIn. Et à 70%, et le message en fait était assez effrayant, à 70%, le message était le suivant. Mon travail m'a abîmé et je ne sais plus comment faire. C'est important parce que on est sur des chiffres qui n'ont pas forcément évolué. Depuis 3, 4 ans, on n'a jamais autant parlé de bien-être, de santé mentale et l'ensemble de ces sujets qui sont importants. Mais le taux de désengagement des salariés n'a jamais été aussi élevé. On est maintenant, en quiet quitting, on est sur du 72, voire du 73% sur 2024. Donc on voit bien que
Ce n'est pas parce qu'on adresse un sujet que derrière, il est systématiquement traité. Et pour vous montrer que la manière dont on voit les choses dépend de la manière dont on est nous-mêmes construits, là, à l'écran, qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les couleurs précisément que vous voyez? Normalement, vous devriez voir du vert, un bleu-vert, du noir et du blanc, et strictement ces couleurs-là. Si je dézoome, quelles sont les couleurs que vous commencez à voir? Et là, finalement, quelle est la couleur que vous voyez au centre de l'image? Normalement, on va dire à 90% des cas, normalement, vous devriez commencer à voir du rouge, alors qu'en réalité, il n'y a pas de rouge. Et le rouge est une couleur primaire qui ne peut pas s'obtenir en mélangeant d'autres couleurs. Ici, en fait, ce qu'on cherche à comprendre, c'est que le cerveau va être capable de vous convaincre avec une certitude absolue qu'une chose est vraie, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Ça, c'est la notion de croyance, ça déclenche une manière de se comporter et c'est un état d'esprit. Et lorsqu'on est sur une forme d'état d'esprit, pour terminer là-dessus, avant de passer la main à Elodie, l'état d'esprit, selon Stanford, a été étudié et nous permet de pouvoir dire la même chose suivante. La manière dont je vais percevoir un obstacle va soit me donner, soit me couper accès à l'ensemble de mes soft skills. En fait, mes fonctions cognitives, elles sont basées dans le cortex préfrontal. Si je considère qu'un obstacle est un danger, j'ai toute une physiologie, une biologie qui s'active et qui me coupe l'accès à mes soft skills. Alors que si je considère le même obstacle, mais comme une opportunité, je vais toujours être en stress, mais je vais amplifier mon accès à mes soft skills. Ce qui fait que la manière dont je perçois les choses, dont je vois les choses, est fondamentale parce que c'est ce qui va définir, d'une part, ma posture, mais ma capacité à pouvoir interagir avec mon environnement. Donc, la boussole des postures sur lesquelles on va travailler aujourd'hui, il y en a 4. Tout d'abord, l'expertise, c'est ma spécialisation sur le métier. Ensuite, le management, c'est quelque chose qui est véritablement dédié sur les résultats. Je cherche à atteindre des résultats sur un terrain de jeu qui est connu. Le leadership est différent parce que on n'est pas sur un terrain de jeu connu. On est sur un terrain de jeu où, justement, on va chercher de la croissance et sur des choses où il faut aller explorer. Donc, je ne maîtrise pas l'ensemble de la carte. Et la partie politique, quant à elle, c'est ce qu'on va appeler la stratégie humaine et elle est véritablement noble et vertueuse. Et pour avoir un exemple par rapport à ça, je vais proposer à Elodie de prendre la main. Bonjour à toutes et à Ouais. tous. J'ai l'impression que je suis rentrée dans le webinaire. Je suis ravie d'être avec vous et merci Ludo de m'avoir invitée. Alors, je suis un spécimen qu'on appelle un manager de transition, c'est-à-dire que je suis projetée dans une entreprise, j'allais dire sur une autre planète, mais c'est un peu ça, dans un secteur que je connais pas forcément, dans un climat social souvent dégradé, avec une situation complexe à résoudre avec les équipes. Donc, plus que jamais, et je pense que c'est pour ça que Ludovic souhaitait que j'intervienne, la question de la posture se pose. Parce que on ne réussit pas ce type d'exercice un peu périlleux tout seul, mais avec les équipes. Et donc, il faut gagner rapidement leur confiance. La légitimité dans mon métier, elle vient pas de ma connaissance du secteur. Elle vient de cet ingrédient beaucoup plus subtil. Et donc, j'aimerais vous faire passer 4 messages. Pas beaucoup, 4. Déjà, on ne plaque pas une posture comme on plaquerait un masque sur son visage. Ça ne marche pas. En fait, les équipes, elles sentent tout de suite si on joue un rôle. Donc, il faut être soi-même, il faut être authentique. Sinon, ça sonne faux. Je vous donne un exemple. Dans une de mes missions, un DG qui m'a dit il faut recadrer l'équipe. En fait, la première chose que j'ai recadrée, ce sont les attentes du dirigeant. Parce que si j'étais arrivée dans cette situation et dans cette entreprise avec une posture haute, un peu arrogante, un peu je sais tout, je me serais fait tacler tout de suite, j'aurais pas créé la confiance et la mission se serait mal passée. Donc au contraire, je suis arrivée avec cette posture plus basse, une posture qui rassure. J'ai posé des questions justes, je pense. Je me suis intéressée aux personnes, je les ai toutes rencontrées. C'était une boîte d'une centaine de personnes et finalement, les choses se sont bien déroulées grâce à la posture, non pas à ma compétence professionnelle. Elle est là, mais c'est pas ce qui a fait réussir la mission. Ensuite, deuxième message que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'une posture,
elle s'appuie sur des valeurs. Et ça, c'est important de connaître ces valeurs et surtout de ne pas déraper et accepter des postes ou des missions qui pourraient éventuellement contredire ces valeurs. Et là, j'ai un exemple aussi très précis que j'ai en tête. Un jour, on m'a demandé de mettre en place un plan de licenciement, un PSE comme on dit, un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais on m'a dit pas de budget, il faut le faire vite, et donc si tu peux mettre les équipes sous pression, ce serait mieux. Eh ben, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas accepté la mission parce que cette demande contredisait mes valeurs et je savais que je ne pourrais pas fonctionner correctement. Donc, vos valeurs, c'est votre ancrage. Vos valeurs, c'est votre ancrage. Et ça, c'est mon deuxième message. Le troisième, c'est que, quelle que soit votre posture managériale, il va falloir vous adapter à la culture de l'entreprise, vous adapter à l'équipe, à l'environnement aussi, à la situation, et vous adapter aux individus parfois, qui peuvent un peu dérailler, qui peuvent avoir parfois des réactions surprenantes. Euh, voilà, donc par exemple, une chose qui m'est arrivée une fois en mission, tout de suite, quelqu'un m'a dit: oh bah, je suis pas très content que tu arrives parce que j'aurais aimé avoir ton poste. Ça aurait pu me déstabiliser. Bah, au contraire, je lui ai dit: mais bienvenue, tu l'auras mon poste puisque je suis pas amenée à rester dans l'entreprise éternellement. Je vais même t'aider à l'obtenir si tu es bon et si tu le mérites. Donc voilà, ne pas être déstabilisé, adapter sa posture. Et dernier message, c'est l'impact immédiat. En mission, tout va très très vite. C'est accéléré par rapport à un poste dans lequel on se projette. Donc en fait, les premières minutes, elles comptent double. Il faut savoir réagir, il faut savoir s'adapter et donc rester droit dans ses bottes. Voilà. Ludovic, tu as peut-être un message à faire passer ou quelque chose que tu souhaiterais que je projette ou j'aurais peut-être oublié de dire. On peut partir du principe que le paradoxe d'une entreprise, c'est qu'elle n'est jugée que sur les chiffres à un moment, alors qu'elle n'est constituée que de chair et d'émotions. Hmm. Comment tu gères ce paradoxe? Parce que à un moment, la mission, elle va être validée ou non sur les chiffres qui vont être réalisés. Et Alors oui et non, en fait, pour moi, les chiffres ne sont que la résultante d'une dynamique bien posée au sein de l'équipe, de personnes qui sont motivées et de postures qui sont justes par rapport aux situations. Donc en fait, oui, j'ai un livrable, oui, il faut améliorer les performances et souvent on me fait venir pour ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai en ligne de mire. Moi, je me dis, fais l'équipe fera le reste. Et donc, je suis beaucoup plus attentive à la dynamique au sein de l'équipe, déjà m'assurer que la structure n'est pas déséquilibrée, ça c'est un des KPI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de chefs et qu'il y a suffisamment de rameurs. Hein, je suis arrivée dans des entreprises où il y avait que des patrons, des managers, c'était un peu embêtant parce qu'il n'y avait personne pour faire le job réactif. Deuxièmement, je regarde si chaque personne est à sa juste place, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a les compétences et la motivation pour tenir sa fonction. Surtout dans les petites entreprises, chaque fonction est clé. Donc ça, c'est une chose que je regarde tout de suite. Et puis après, est-ce qu'ils savent bosser ensemble? Parce que c'est pas tout d'avoir les bonnes compétences et la bonne structure. Si elle est silotée et que on n'est pas vraiment une équipe, et c'est cette dynamique que je vais regarder. Donc ça, ce sont trois éléments pour moi qui sont essentiels pour arriver à délivrer les performances dont tu parles, le chiffre d'affaires, les marges, et une Mhm. performance durable. Et du coup, par rapport à ces différents enjeux, toi, la posture que tu vas incarner, lorsque tu rencontres des dirigeants, des équipes pour la première fois, Bien sûr. la bonne Alors posture, déjà, c'est quoi? l'appréhension, elle est dans les deux sens, Ludovic. C'est-à-dire que eux ont peur de voir arriver quelqu'un qui va disrupter l'organisation et leurs habitudes, mais moi aussi j'en ai, je sais pas où je vais atterrir. On est des êtres humains, donc j'arrive pas avec la certitude de tout changer et tout bouleverser. J'arrive avec la certitude de savoir faire mon métier, mais l'envie de créer un climat de confiance, de dialogue ouvert. Et ça, souvent, c'est une forte rupture managériale par rapport à ce qu'ils ont connu. Et Mhm. il faut créer une rupture. À un moment donné, si on veut faire bouger les lignes et les équilibres, il faut créer une rupture positive. Mais au départ, je ne suis pas accueillie les bras ouverts. Souvent, les gens sont terriblement inquiets et ne m'accueillent pas du tout. Au contraire, résistent. Donc, la seule clé pour réussir à transformer, je dirais que c'est accueillir la situation avec humilité, je pense, avec Mhm. ouverture d'esprit des deux côtés. Moi, c'est la seule chose que je leur demande, c'est accordons-nous un temps pour faire connaissance et dans ce temps-là, on va essayer de créer un lien. Voilà, ça c'est important.
Et est-ce que tu aurais un exemple de moment ou de situation où il était important de très rapidement de changer de posture? Par exemple, de l'expert au politique ou du manager Hmm, au leader. Euh, intéressant. Et là, c'est totalement improvisé. On n'a pas Gymnastique, hein. Oui, tout à fait. Par exemple, je suis rentrée dans une culture d'entreprise qui était une culture très directive. L'entreprise avait été rachetée par des Chinois. Donc, ils étaient passés d'une culture très ouverte, sympa, à KPIs et très, très rythmée performance. Et moi, j'ai cru, quand je suis arrivée, erreur de jeunesse, c'était ma troisième mission, j'ai cru que j'allais pouvoir leur demander d'avoir de l'initiative. Mais en fait, ces personnes-là n'étaient pas prêtes à prendre des risques. Donc moi, j'ai été obligée de changer de posture, en fait, et de reconnaître que les personnes avaient peur, peur de prendre le risque de se positionner avec quelque chose d'affirmé, peur de se faire tacler. Et donc, j'ai dû changer de posture et ouvrir, en fait, avec beaucoup de bienveillance et de patience, et les apprivoiser, les amadouer, d'abord sur des sujets sur lesquels il y avait peu de risques, et puis ensuite progressivement les faire passer sur des sujets impactants pour le projet et l'entreprise. Mais j'ai pas pu passer le cap que j'imaginais pouvoir passer. Après 15 missions, 16 missions maintenant, j'ai appris en fait. J'ai appris à mes dépens au début, mais bon, j'ai Mhm. su m'adapter, qu'il faut totalement s'adapter à l'environnement et à la posture sans perdre son identité et en gardant ses propres valeurs et ses propres repères. Il ne faut pas jouer un rôle. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, ok, ça marche. Si je ne me comporte que parce que je suis naturellement, ma personnalité, ça peut être très vertueux parce que j'ai besoin d'être authentique avec l'intégralité des gens avec qui je suis en interaction. Mais si ça n'est qu'un comportement naturel, à un moment, est-ce que j'ai la conscience de ce qui se passe autour de moi? Parce Hmm, qu'à partir du moment où je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, au-delà de mon naturel, est-ce que je suis capable d'adapter, et c'est tout le sujet en fait, ma posture pour que ma posture, soit d'expert, soit de manager ou soit de leader, corresponde à l'état d'esprit des gens que j'ai en face, hmm. aux besoins immédiats. Mais tu vois, en fait, comment est-ce que je fais pour, sans dénaturer qui je suis, malgré tout, avoir cette capacité de gymnastique pour dire, là, il faut que je change de posture parce que ça ne va pas être adapté Oui. et on ne va pas progresser ensemble. Oui, il faut décrypter le besoin, en fait, le besoin de son environnement, de son auditoire, etc. Ça, c'est super important. Mais il faut aussi se connaître soi-même et réaliser qu'on a 50 nuances d'arc-en-ciel, en fait, pas de gris. Du coup, et qu'en fait, au-delà des quatre postures que tu as présentées, il y a tellement de nuances. On doit naviguer dans toutes ces nuances et pour ça, il faut faire un travail personnel et Hmm. savoir quelles sont ses propres nuances avec lesquelles on va pouvoir jouer, un petit peu comme un instrument de musique qu'on accorde et qui va s'accorder à l'ambiance, aux personnes, à la culture, etc., à la situation précise du moment et à l'être humain qu'on est, qui n'est pas aussi parfait et qui doit lui aussi s'adapter parfois à des émotions qu'on va devoir accueillir et qu'on n'attendait pas. Vous aurez remarqué que le décor a changé parce qu'on a retourné la partie avec Mathias Bolland. Mathias, merci infiniment d'être avec nous. Merci Ludovic. Tu vas nous parler de la partie politique, sur le cadran, sur la boussole des postures, Ouais. cette quatrième partie qui est la stratégie humaine. La question est la suivante. Lorsque tu es dans un environnement, comment est-ce que tu crées le contexte favorable pour pouvoir faire passer tes projets? Et j'aime bien ta lecture en général parce que ta lecture de la politique en entreprise, elle n'est pas toxique. Non, bien Elle sûr. est extrêmement vertueuse. Est-ce que tu peux partager ça avec nous, s'il te plaît? Bon, oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Bah, c'est vrai que souvent, on peut faire le parallèle entre la politique et un côté un peu opportuniste ou un peu individualiste, alors qu'en fait, justement, la politique, c'est ce qui permet justement d'avoir cette intelligence commune et de la situation également, et de pouvoir donner à nos collaborateurs le maximum de chances de réussir. Et en fait, c'est ça, un bon manager, c'est quelqu'un qui permet à ses collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'il y ait une connotation probablement liée à l'expertise, liée au Ouais. métier. Mhm. Ça, c'est vrai que c'est quand même c'est pas un prérequis, mais c'est quand même un immense avantage Ouais, en ouais. termes de crédibilité, de légitimité par rapport aux équipes. OK. Il y a la partie managériale, le pilotage, les résultats. Ça, évidemment aussi, c'est l'essence même qu'il faut par rapport à l'entreprise. Et puis, il Mhm. y a la vision, le fait de pouvoir se projeter. On est dans des environnements aujourd'hui qui changent complètement pour des raisons conjoncturelles.
pour des raisons structurelles aussi, Technique, notamment ouais, ouais, avec ouais. l'avènement de l'IA, qui Ouais, ouais. modifie tout, qui change tout. Et donc, c'est vrai qu'un leader, c'est quelqu'un qui va changer donc le territoire de jeu et qui va permettre vraiment de pouvoir réussir à faire de la croissance pour l'entreprise. Mm. Mais derrière ces trois connotations-là, Ouais, la partie ouais, ouais. politique, elle est aussi très importante parce que c'est ce qui va permettre justement, aussi bien en interne qu'en externe, de pouvoir justement avoir une vraie clairvoyance par rapport au terrain de jeu et Mm. pouvoir faire en sorte que justement bah, le business model puisse être efficace. Dans ce que tu viens de dire à l'instant, il y a la partie vision euh, et il y a l'évolution technologique extrêmement rapide. Dans cette dimension politique, on pense souvent au mot pouvoir. Mm. Dans les projets de transformation, généralement, ce que j'ai tendance à demander en priorité, c'est lorsque le projet aura abouti, transformation, au sein des membres du COMEX, qui aura gagné du pouvoir et qui en aura perdu. Ouais. Donc ma question, c'est, euh, avec l'accélération technologique qu'apporte l'IA, il y a forcément des jeux de pouvoir qui sont en train de s'installer. Mm. Avec l'accélération de la technologie, forcément, ça va créer des envies, des opportunités. Comment est-ce que tu vois les gens se positionner sur les opportunités que ça peut représenter? Mm. Comment tu vois les gens avoir peur des opportunités que ça va créer pour les autres et peut-être pas pour eux? Ouais. Mais cette accélération technologique, comment, sous cet angle politique, toi, tu l'appréhenderais et comment est-ce que tu construis, parce que c'est le sujet, ta power map? Mm. Je peux te parler de mon Ouais, expérience. ouais, Moi, ouais. je suis dans l'enseignement supérieur depuis 15 ans et là, on est devant une révolution, Mhm. tant sur le plan pédagogique par rapport à l'enseignement, par rapport à la relation entre les profs et les élèves, que par rapport à l'accompagnement des étudiants aussi. Et c'est vrai que ce que je vois, c'est que c'est balle neuve, c'est carte Ouais. blanche pour tout le monde. On redémarre quasiment à zéro avec un champ du possible qui est à l'infini. Donc, en fait, cette dimension aujourd'hui, politique, elle est bien réelle, et donc elle est bien réelle aussi par rapport aux institutions, on le voit aussi par rapport aux problématiques de financement. Ouais, Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont surtout les qualités de vision qui sont importantes. Je te vois là, nous, avec Alban Mikoné, le président de One Education, ouais. qui a une vision complètement disruptive de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Ça, c'est la partie marché et exploitation des outils. Oui, Toi, au sein d'une organisation, sur la partie vraiment purement humaine, ouais. comment est-ce que tu identifies les personnes qui vont être ennemies du projet, celles qui vont être amies du projet, et comment tu te positionnes? Et c'est quoi les leviers sur lesquels tu vas appuyer En- pour refédérer sur, alors, éviter les balles concrètement ouais. et créer le contexte favorable? En fait, ce qu'il faut, c'est que le jeu soit collectif au maximum. Plus tu vas pouvoir rayonner et emmener les personnes avec toi, plus la victoire sera collective et plus Ouais, tu te donnes les chances finalement de réussir. Si c'est une victoire individuelle, c'est sûr que tu vas avoir plusieurs ennemis au sein du CODIR ou du COMEX. ok. Si en revanche tu emmènes le CODIR ou le COMEX vers une victoire collective, avec des bienfaits pour les uns et pour les autres, une participation pour les uns et pour les autres, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la prise de décision après qui t'appartient. Mais si tu permets une victoire qui sera collective, forcément, ça sera plus facile de pouvoir, Fédérateur. plus fédérateur. Mais ça, c'est juste essentiel dans cette période de transformation où il y a à la fois de la crainte, de l'excitation, plein de choses qui vont être confrontées. Je pense que de pouvoir emmener les équipes, Hmm. les alter-ego, TN+1, le plus important souvent, c'est le N+2 avec toi. Ouais, Ça, ouais. c'est quelque chose évidemment de très important. Comment tu vas aller chercher ton N+2 pour être le sponsor du projet? Dans ta capacité à pouvoir innover, moi je l'ai vu quand j'étais chez Adecco il y a 15 ans maintenant, on faisait que de l'intérim, il y a eu un changement de loi, on a pu faire du placement, donc du Mhm. CDD, CDI, c'était une vraie révolution. Mhm. Et là-dessus, il y a eu un précurseur, c'est Christophe Catoire, qui aujourd'hui est le président d'Adecco France, enfin d'Adecco Monde, et qui a réussi justement à fédérer à la fois le siège en France, Ouais, le ouais. siège international en Suisse, et après l'ensemble des équipes. Et c'était très compliqué. Il avait une montagne devant lui, notamment des directeurs régionaux qui étaient Ouais, bien en ouais. place Mhm. et qui ne voulaient entendre parler que d'intérim Ah, parce c'était qu'ils des ne baronnies. connaissaient que Ouais. l'intérim et c'était des baronnies. Ouais. Et en fait, je pense que Christophe, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répété, répété, répété sans arrêt en faisant preuve de beaucoup de pédagogie, Mhm. beaucoup de patience aussi, mais surtout beaucoup de conviction. Ça veut dire que lorsque tu as une vision, en gros, tu lâches pas. Ouais. En fait, quand tu as une vision, il faut qu'il y ait, à côté de cette vision, plus la vision est grande, plus le pilotage doit être serré.
Tu vois, et c'est pour Vas-y, ça que je pense que développe ça. c'est-à-dire qu'en fait, plus tu parles de demain ou d'après-demain comme étant quelque chose d'absolument comme un rêve, Ouais, ouais, ouais. plus au quotidien, il faut que ce rêve-là, Il s'exécute. il s'exécute et il soit incarné et il soit illustré par des résultats probants, en fait, ou en tout cas par des actions probantes. Et ça, c'est au quotidien. Il ne faut pas D'accord. que ça reste que du domaine de l'avenir, parce que sinon, en effet, il aura du mal à résister aux soubresauts financiers qui sont évidemment liés aux entreprises. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette action-là au quotidien pour des rêves qui soient les plus importants possibles. Ok. Combien de temps ça prend en moyenne pour, quand on est dans une structure, construire son réseau interne? Euh, Ah. je pense que ça prend du temps pour être vraiment crédible, légitime et pour tout voir. Ouais, Je pense qu'il y a deux cas de figure. Quand on évolue dans la structure en ouais, interne, ouais. où là, on a le temps quand même de pouvoir bien connaître les gens et de bien comprendre les Je te jeux. demande parce que toi, tu as du recul. Ouais. Mathias a un Ouais. recul extraordinaire sur les structures où il... J'ai connu les deux. En fait. J'ai connu à la fois l'évolution en interne, où là, en Ouais, effet, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, c'est très solide, ouais, ouais. c'est important, avec évidemment une bonne part d'humilité au départ et de détermination en même temps. Et de l'autre côté, je suis arrivé parfois dans des structures tout de suite, et là, c'est vrai qu'il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et là, il y a les 100 jours qui sont primordiaux. En fait, soit ça se fait Ouais. dans les 100 jours, soit au contraire, ça se fait pas, et pour le coup, ça sera très compliqué. Ok. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à partager auprès des personnes qui sont à la fois des DRH? Je sais que sur les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de DRH, il y a beaucoup de CEO et il y a beaucoup de managers de transition. Voilà les trois populations principales qu'on a. Un conseil pour euh, peut-être aller auditer son propre réseau. Ce serait quoi? Non, j'ai pas de conseil, j'ai juste Ton baromètre. une Ton baromètre. expérience, une expérience. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport aux quatre qualités dont on a quatre postures dont on a parlé, Ouais. je pense qu'il faut les quatre parce qu'en fait, c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il faut avant tout être authentique. Ça, c'est la clé. Mm. Et je pense aussi, surtout, qu'il faut travailler sur son point fort. Si son point fort, c'est avant tout d'être un visionnaire, d'être quelqu'un qui prévoit et qui anticipe l'avenir, il faut travailler là-dessus. Si son point Mm. fort, c'est plutôt la partie politique et le fait de pouvoir avoir une vraie clairvoyance, il faut travailler là-dessus. Si son point fort, c'est l'expertise avant tout, il faut rester là-dessus. Il y a un Ok. moment où le point fort, au service, quand on a Fais la différence. une bonne première balle, c'est pas très grave que le revers soit pas très bon, la première balle suffira. Je pense que voilà, à la fois avoir les quatre postures, être authentique et toujours travailler, travailler, travailler Ouais. ses points forts. Bon, merci infiniment et bien on vous dit à très vite. Assez fréquemment, les managers, les dirigeants cherchent à être rapidement bien avec leur équipe et essentiellement bien avec l'organisation. Mais j'ai la conviction que on ne peut pas être bien avec l'équipe et certainement pas avec l'organisation tant qu'on n'est pas d'abord bien avec soi. Mm. Ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est fondamental. Je ne peux pas inspirer confiance à qui que ce soit si je n'ai pas déjà confiance en moi-même, si je ne suis pas droit dans mes bottes, si je n'ai pas cette capacité d'exemplarité. Encore une fois, j'ai le sentiment d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais malheureusement, quand on voit 73% de taux de désengagement, c'est qu'il y a un sujet, c'est que il y a trop de distance entre la théorie sur laquelle on est tous d'accord, mais la manière de l'appliquer, forcément, il y a un delta, puisque 73% de gens désengagés, c'est un chiffre qui est colossal. C'est un chiffre, en fait, qui nous indique qu'on n'a plus le droit de dire, oui, mais ça, c'est chez les autres. Le Mm. chiffre est tellement élevé qu'il n'y a pas une seule entreprise où le phénomène n'est pas en place. Donc, ma conviction, c'est que la première personne avec qui je dois être bien, c'est soi. Après, Tu as tout à fait raison, Ludo. Et je rajouterais, pour renforcer ce que tu dis, c'est que finalement, c'est la gouvernance aussi, et c'est l'équilibre de la gouvernance d'une entreprise qui donne souvent le là. Donc la gouvernance doit être équilibrée et bien dans ses bottes. Si mm, ça escalade et ça peut faire beaucoup de mal à l'entreprise, au projet, aux individus, etc. Donc moi, j'ai la chance d'intervenir à des fonctions de direction générale. Donc je suis très consciente, en fait, du ton que je vais donner à l'entreprise. Et j'ai cette responsabilité, même si j'avoue que je ne suis pas toujours 100% confiante en ce qui va se passer, on est dans l'inconnu, mais j'ai compris qu'en fait, cette responsabilité était forte et qu'il fallait qu'à tout moment, je fasse un travail sur moi-même, que j'arrive à apaiser pour que je sois apaisante et que les équipes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. assez fréquemment, je trouve, mais dis-moi ce que tu en penses, il y a trois choses qui me semblent importantes à aligner. La première, c'est la personnalité de l'individu, et ça, on ne peut pas le faire, le toucher, puisqu'on on a une personnalité qui nous est propre. En face de ça, il y a la culture de l'entreprise. La culture, c'est le comment on fait. Et puis, troisième point, il y a l'identité
que je vais avoir et qui va se construire en fonction de la culture dans laquelle je suis. L'exemple étant que si ma personnalité et la culture sont alignées, ça va, je vais rester moi-même. Mais si ma personnalité, mes valeurs à un moment, et la culture de l'entreprise sont totalement décalées, à un moment, je vais être abîmé. Et l'identité que je vais avoir va être une identité qui est en fait une identité qui me permet de survivre dans l'environnement dans lequel je suis. C'est comme ça qu'on voit parfois des gens qui sont absolument adorables et formidables au barbecue le dimanche, mais qui, dans l'entreprise, deviennent des gens véritablement toxiques, véritablement nuisibles, parce que ils ont à un moment adopté une identité qui est en fait celle qu'on lui montre, parce que pour évoluer, c'est comme ça qu'on fait. Il faut être dur avec les autres, il faut les tacler, il faut être petit chef, et c'est une culture qui ruisselle. Toi, quand tu vois ça, comment tu le casses? Comment tu le coupes? Comment tu le fais évoluer? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis et j'adhère totalement. Je vais mettre une petite nuance néanmoins. Oui. La différence entre la culture, c'est-à-dire les valeurs que porte l'entreprise, et je dis pas que c'est ce qu'on affiche au mur, hein, ça c'est Mhm. la culture que l'on veut avoir. Non, non, c'est vraiment la culture incarnée par l'équipe, et puis les habitudes des équipes. Oui. Et à un moment donné, moi je vais devoir disrupter l'un ou l'autre et les deux. Pourquoi? Parce que parfois j'arrive dans des cultures d'entreprise qui sont toxiques, qui ont de mauvaises habitudes, qui ont commis des malversations. Alors on enlève peut-être la personne qui les a commises, qui est à la tête, mais il reste néanmoins vrai que les équipes La l'ont culture est fait. là. Donc il va falloir que je fasse évoluer les repères en interne. Comment je fais? Eh bien, pour le faire, d'ailleurs, on n'a pas de baguette magique, il faut le faire avec les équipes et surtout leur montrer l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on va leur demander l'effort de changer leurs habitudes? Et mettre en avant le bénéfice qu'elles vont pouvoir en tirer, un bénéfice personnel, mais ça peut être aussi la sécurité de l'emploi, parce qu'on n'a pas le choix, qu'il faut changer, sinon la boîte coule, le business model doit évoluer, etc. Et donc, c'est en projetant tout le monde vers un horizon commun, qui est un horizon ensoleillé, je dirais, que les personnes vont se dire ça vaut le coup de changer. Maintenant, il y a des personnes qui ne changeront jamais. Le petit chef dont tu parles, parfois la racine est tellement profonde parce qu'elle est ancrée sur, je dirais, son enfance ou peu importe, je suis pas psy. Mais je vais reconnaître les personnes qui ne veulent pas changer. Et parfois, je dois prendre une décision managériale qui est difficile, mais qui consiste à dire, cette personne-là va en fait, entre guillemets, faire du mal à l'équipe, polluer le projet, empêcher d'aller de l'avant, et il va falloir s'en séparer. C'est un Ouais. dernier ressort. J'essaie d'abord de faire évoluer, mais quand c'est pas possible, il faut savoir se séparer de certaines personnes pour que les autres puissent sortir la tête de l'eau et évoluer elles-mêmes correctement dans le cadre du projet que l'on va défendre ensemble. Si nous devons faire une synthèse des différents éléments que nous avons vus, il y a tout d'abord notre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est un super pouvoir dans l'entreprise parce que c'est lui qui va permettre de pouvoir cranter sur toute nouvelle évolution. Le principe même d'évolution, c'est la prise de risque. L'humain a une aversion naturelle à la prise de risque. Donc, il est important pour le management global d'une entreprise de pouvoir insuffler cet état d'esprit au sein de ses équipes, mais d'abord au sein de soi-même, pour se dire, OK, si je veux atteindre la prochaine étape, je dois accepter cette idée de changer certaines choses. Je ne peux pas rester ancré dans mes certitudes et dans mes acquis. C'est donc une posture, et la posture, elle doit être consciente, dans le sens où je ne peux pas me permettre d'être uniquement naturellement dans ce que je suis, soit manager, soit politique, mais je dois être capable de pouvoir consciemment adopter une posture qui corresponde aux enjeux, au contexte, aux personnes que j'ai en face. Et puis, la Power Map est une véritable compétence que je dois développer parce que je ne peux pas faire progresser mes projets si je n'ai pas la capacité à identifier les personnes qui ont du pouvoir dans l'entreprise. Et il n'y a pas que la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle le sociogramme. Je dois être capable d'aller taper à la bonne porte, de savoir qui possède l'information, qui possède la ressource, pour faire progresser mes projets et aider mes équipes à avoir les ressources nécessaires pour avancer. Dans ce webinaire, nous avons parlé des différentes postures. Et j'aimerais, pour terminer, vous offrir ce bonus, vous offrir l'audit de votre propre posture. Ce que je propose, c'est venez sur mon profil sur LinkedIn, envoyez-moi un message et nous pourrons poser ensemble 30 minutes de visio et nous ferons ensemble l'audit de votre posture. Je vous l'offre,
Prenez ce cadeau, prenez le temps de le réaliser. Ça me fera absolument plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Vous verrez, on pourra véritablement explorer cette dimension de qu'est-ce que je fais naturellement en termes de posture et par rapport à l'environnement dans lequel je me trouve actuellement, quels sont les types de postures qu'il serait intéressant d'adopter. Est-ce que tu as un mot de la fin, Moi, Élodie? je veux déjà remercier les participants et nous excuser des petits problèmes techniques, c'est les aléas du direct, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que chaque fois, c'est de l'improvisation et finalement, dans l'improvisation, on retrouve tout notre naturel. Donc, merci. Connectons-nous tous sur LinkedIn, je pense que c'est Oui. intéressant. Le réseau fait la force. Et prenez le cadeau de Ludovic avec sérieux parce que je peux vous dire que c'est un coach d'exception. Et s'il vous donne une demi-heure, vous allez gagner encore en richesse dans cet échange. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de travailler avec toi, Ludovic, et d'avoir été avec vous aujourd'hui. Posture, c'est large, c'est un Ouais. sujet qu'on aurait pu traiter euh, toute la journée, des mois. On n'arrête pas d'apprendre, donc c'est un sujet inépuisable. Je vous souhaite à Ouais. tous une excellente journée. Ludo, merci encore. Ce webinaire est désormais terminé. Merci infiniment d'avoir participé. Merci à nos deux invités, Élodie et Mathias, de nous avoir partagé leur expérience, qui est le fruit d'un long travail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt et n'oubliez pas votre audit de posture. Excellente journée.